Seules les personnes ayant eu les moyens de laisser des traces dans les archives voient leurs histoires perdurer dans le temps. Je m'appelle Florence Lefebvre-Gagnon, membre de l'équipe du projet de recherche La vie musicale au Québec, et dans cet épisode, je vous propose un retour dans le temps. Une promenade dans les rues de Montréal il y a une centaine d'années pour mieux comprendre l'apport des femmes dans le paysage musical de l'époque. À l'aube des années folles, les femmes occupaient une place de premier plan dans la vie musicale montréalaise et la diversité de leur rôle était foisonnante. Néanmoins, la grande majorité d'entre nous n'est pas en mesure aujourd'hui de nommer 5 femmes compositrices québécoises. Leur marginalisation les ont fait tomber dans l'oubli et elles ont pour la plupart été exclues de l'histoire écrite. C'est pourquoi pour toutes les personnes impliquées dans le projet La vie musicale au Québec, c'est important de mettre en lumière l'œuvre de ces femmes. C'est important parce qu'un récit, ça doit être inclusif et représentatif. J'espère que dans cette promenade que nous nous apprêtons à entamer ensemble, vous allez vivre avec plaisir un morceau de la vie musicale québécoise. Nous avons choisi sans hasard la date du 6 décembre 1921 pour nous pencher sur la question. Cette journée marque le moment où une majorité de femmes au Québec a pu agir pour la première fois sur son nouveau statut de citoyen depuis l'obtention du suffrage féminin. À partir d'archives, de traces laissées dans la presse de l'époque et de témoignages, nous avons reconstitué ce 24 heures et nous nous promènerons ensemble à travers des fragments d'histoire de ces femmes de musique. Chaussez bien votre imaginaire, on se transporte en 1921 sur la musique de la compositrice Vera Gilaroff. Voici If You Only Knew. If you only knew, dear love, is sweet when you're near. How I love to kiss you so, and I need you, please don't go. Cuddle close and listen to the love you're missing. You'd give me your promise true. If you only knew. Nous sommes le 6 décembre dans l'arrondissement Ville-Marie. Il fait un soleil radieux sur les toits de Montréal. La ville est en effervescence. Au coin des rues Saint-Hubert et du boulevard Dorchester, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de boulevard René-Lévesque, les pas se succèdent sur la fine neige qui accueille les conversations animées des passants. Pour la première fois de l'histoire du Québec, les femmes ont le droit de voter en bloc aux élections fédérales. Alors qu'aux dernières élections, le nombre de votes fut comptabilisé à un peu moins de 2 millions, le quotidien montréalais Le Devoir prévoit que l'intérêt pour la campagne et le suffrage accordé aux femmes doublera le nombre de voix à environ 4 millions, le plus grand scrutin connu jusqu'alors. On pouvait lire cette semaine dans Le Devoir. Ce qui est particulièrement intéressant dans la présente élection, c'est de voir l'enthousiasme que les femmes montrent à s'acquitter de leur devoir électoral. Si nous sommes bien informés jusqu'à présent, le nombre de celles qui ont enregistré leur vote serait de beaucoup plus considérable que celui des hommes. Les chauffeurs, dont le mot d'ordre est de multiplier coûte que coûte les voyages, sont impatients. Les automobiles attendent à la porte des comités et n'arrêtent pas une minute, transportant les électeurs à toute vitesse, puis les ramenant pour repartir vers une autre direction. Les candidats qui ont beaucoup d'argent s'efforcent dans certaines localités de monopoliser les moyens de transport, mais chaque concurrent a ses chauffeurs, ses cochers, qui n'attendent qu'un coup de téléphone pour repartir tout droit dans cette course contre la montre. Réveillée par la cohue matinale des voitures, des calèches et du tramway qui se côtoient devant chez elle, Marie-Louise Calder reste néanmoins les yeux fermés dans son lit. À 72 ans, elle a enfin l'impression que l'avenir des femmes se dessine autrement. Accompagnée de ses petites filles Alice, 10 ans, et Jeanne, 13 ans, elle se rendra au bureau de votation dans exactement 1h53 et elle le fera la tête haute. Une larme s'échappe. Ce jour est l'un des plus significatifs de sa vie. Son fils Robert et sa brumée, avec qui elle habite, viendront les rejoindre. Miss prépare à sortir et elle prend tout son temps. Elle fredonne des airs joyeux en gambadant dans sa chambre, sous le regard attendri de son mari et de ses 2 filles. Rien ne pourra troubler sa bonne humeur. Ce n'est malheureusement pas le cas de sa voisine Gisèle, dont le mari s'oppose catégoriquement à sa participation aux élections fédérales. Comme plusieurs membres du clergé, de la politique et du journalisme, Yves ne souscrit pas à l'idée que les femmes puissent devenir des citoyennes à part entière. Leur place est au foyer, exclue des champs intellectuels accaparés par les hommes. Un point, c'est tout. Il est 7h45. Marie-Louise, Alice et Jeanne sortent de leur appartement situé au 1173 rue Saint-Hubert. Les joues rougies malgré la température clémente, nous empruntons avec elles la rue Sainte-Catherine, déjà grouillante de monde. Les commerces et marchands ouvrent leurs portes plus tôt à l'approche de Noël. Les affiches publicitaires ornent les murs des immeubles devant lesquels nous passons,
Les décorations abondent et il fait bon pour les fillettes de faire du lèche-vitrine en rêvassant à leur présent. À notre droite, entre un kiosque de journaux et un magasin de gramophones, Jeanne insiste pour s'arrêter apprécier la prestation d'un trio composé d'une accordéoniste, d'un guitariste et d'une chanteuse qui entonne gaiement l'air de Le Noël des 3 petits garçons de Louis Urgel. Faut-il savoir qu'en raison de préjugés genrés, il n'est pas rare qu'une compositrice adopte un pseudonyme masculin pour espérer mieux vendre son travail. Dans le cas présent, Louis Urgel est en fait Antoinette Marie Legru. Marie-Louise, Alice et Jeanne l'ignorent. Nous nous arrêtons aussi un moment pour écouter un extrait de la chanson. Trois petits garçons venant de l'école, sous un marronnier se sont arrêtés. Le plus grand des trois a pris la parole. Écoutez, dit-il, ce que je vais vous conter. Remarquant l'enthousiasme de sa petite fille, Marie-Louise en profite pour demander au marchand le numéro du périodique musical et culturel Le Passe-Temps, paru il y a 3 jours, dans lequel chaque mois, des morceaux et extraits musicaux sont publiés. Les partitions sont un mode essentiel de circulation et de partage de la musique, étant donné que nous n'avons pas encore la radio pour la consommer et la découvrir. Alice et Jeanne préparent d'ailleurs un petit concert en vue du réveillon de Noël. Ce numéro contiendra certainement de belles pièces qu'elles pourront découvrir avec leur enseignante cet après-midi. Nous arrivons au bureau de votation du district Hochelaga, sur la rue Champlain. Marie-Louise s'émeut de voir tant de femmes rassemblées qui parlent politique et s'acquittent de leurs devoirs de citoyenne. Des regards complices s'échangent tout autour de nous. Un jour nouveau s'écrit. Comme elles pourront le lire dans le journal La Patrie, « Les femmes votent. Elles votent partout. Dans plusieurs quartiers, elles viennent en groupe et attendent leur tour en causant politique, comme des hommes, ce qui pourtant ne leur enlève pas de leur charme. » Nous sortons du bureau de votation, comme on dit en 1921, et Marie-Louise apostrophe une amie de sa brumée, croisée par hasard. Léonie Claude est pianiste et accompagne entre autres le cinéma muet au Théâtre Mont-Royal. Léonie est en route vers le nettoyeur pour récupérer sa robe de spectacle en vue de sa prestation de ce soir pour les films The Hall Diggers et The Inner Chamber, intrigue amoureuse rebondissante que Marie-Louise attend impatiemment d'aller voir. L'interprète et compositrice de 29 ans a elle aussi emprunté un pseudonyme au début de sa carrière pour masquer son genre. Léonie signe ses compositions sous Léo Claude ou Elle Claude pour avoir de meilleures chances de voir ses œuvres pour piano et voix publiées. Elle a néanmoins acquis au fil du temps une notoriété grandissante. On pouvait lire l'année dernière dans les pages du Passe-Temps « Mademoiselle Léonie Claude n'en est pas à ses débuts et elle a le don d'écrire des mélodies entraînantes et d'une jolie facture musicale. » Elle ne le sait pas encore, mais dès l'an prochain, ses œuvres connaîtront un succès colossal. Elles seront propulsées par l'avènement de la radio et tout particulièrement par la station CKAC qui lancera bientôt sa première saison de programmation régulière. Celle-ci inclura une série de concerts qui connaîtra un succès fulgurant. Mademoiselle Léonie y participera en présentant ses propres pièces. Sur sa notice nécrologique, qui sera publiée en 1963, on y écrira que sa carrière fut l'une des plus brillantes tant au Canada qu'aux États-Unis. Le temps s'arrête un instant pour que nous puissions apprécier un extrait de la pièce « Sans toi et avec toi », la première parue sous le vrai nom de Mademoiselle Léonie Claude. Sans toi, ma vie serait morose. Sans toi, tout me serait ennui. Sans toi, je serais peu de choses. Sans toi, tout semblerait détruit. Après quelques échanges, Claude invite Alice et Jeanne à passer la voir au théâtre la semaine prochaine. Puisque son père est accordeur et marchand de piano et de musique en feuilles, elle a accumulé au courant des années un grand nombre de partitions auxquelles elle ne touche plus et qu'elle aimerait leur offrir. Il est maintenant 13h28. Alice et Jeanne s'impatientent. Madame Morin-Labrec n'est jamais en retard d'habitude. Ça cogne enfin à la porte. « Ah, Albertine! » s'éclame Marie-Louise en ouvrant la professeure. Je commençais à m'inquiéter qu'il vous soit arrivé malheur.
C'est en se confondant en excuses qu'Albertine décrit la difficulté avec laquelle elle a traversé la ville bondée depuis le Conservatoire national, où elle donnait un cours un peu plus tôt. Du jamais vu. Elle a même assisté à un tamponnage automobile. Les gens étaient trop impatients. C'est une chance pour les jeunes filles de pouvoir étudier le piano avec une telle enseignante. Morin-Labrec, qui possède aussi son studio comme bon nombre d'enseignantes à Montréal, est l'une des plus réputées de la ville. Ayant commencé l'étude du piano à 5 ans, elle est rapidement identifiée comme enfant prodige. À 8 ans, elle se voit décerner le premier prix de théorie et le diplôme de la classe supérieure par l'Académie de musique du Québec, puis poursuit sa formation avec de grands professeurs avant de se produire en récital sur les scènes canadiennes et états-uniennes dès l'âge de 15 ans. À la même époque, elle se rend à Paris pour y étudier l'harmonie, la composition et l'art vocal, puis se produit en concert à Paris, Bruxelles et New York, avant de revenir à Montréal il y a à peine un an, à l'âge de 34 ans, pour y enseigner, écrire et composer. Pas une minute ne se perd. La leçon s'entame dans la maisonnée et l'air de la petite sonatine, une pièce que les filles ont choisie dans la nouvelle méthode que Madame Albertine vient de publier, se fait entendre au grand plaisir de la grand-mère. Pendant ce temps, Robert Aimé attend en file à la commission des liqueurs, qui s'appellera plus tard la SAQ, et qui vient tout juste d'être créée par le gouvernement. Se fiant à une liste de prix affichée au mur, ils passeront leur commande à un employé posté derrière les grilles. On ne peut se procurer qu'une seule bouteille à la fois, qui est emballée dans un papier neutre avant de nous être remise. En attendant son tour, Robert feuillette le journal. Il a enfin un petit répit au travail et il songe à en profiter pour passer du temps avec sa femme, peut-être même lui offrir une sortie pour lui faire plaisir. Ce n'est pas les options qui manquent. Une quantité impressionnante d'activités culturelles est offerte cette semaine. Un concert de l'Orchestre symphonique de Boston, la pièce Mary Rose au Her Majesty's Theatre, située sur la rue Guy, un peu plus au nord de la rue Sainte-Catherine, des projections de films muets et même des spectacles de variété aux 4 coins de la ville. Les spectacles de variété consistent en un enchaînement de numéros variés, incluant entre autres danse, chant, acrobatie, sketch comique, prestidigitation et art dramatique, le tout accompagné d'un orchestre et d'un maître de cérémonie. Justement, un peu plus à l'ouest sur la rue Sainte-Catherine, les sœurs May et Rose Wilton se dirigent vers le Saint-Régis, l'un des grands restaurants fréquentés par les artistes de la scène et leur public montréalais. Elles y réservent des places pour ce soir, avant la représentation de leur tour de chant et de danse sur la scène du théâtre Princess, situé à quelques pas de là. Le spectacle de variété auquel elles participent y est en résidence pour la semaine. Les sœurs Wilton y présenteront la chanson When Shall We Meet Again, pour laquelle elles sont grandement acclamées dans les journaux. Shall we meet again after this au revoir, dear? Will you still love me then, or will a dream be over, dear? Will you cast the love aside for me, or just smile to think you won't side for me? Or will be answered when we two shall meet again? Sur le chemin, en passant devant le parvis de la chapelle Notre-Dame de Lourdes, toujours sur la rue Sainte-Catherine, on peut entendre répéter l'association Chorale Brassard, dont la première section féminine fut ajoutée il y a 2 ans seulement, en 1919, et qui donna son premier grand concert à voix mixte à 190 voix au Monument national le 24 février dernier. En rentrant à la maison, May passe par la boîte aux lettres. Dans le courrier, entre lettres, revues et publicités, elle trouve une invitation pour le prochain concert du Chœur des Demoiselles d'Iouville, groupe de femmes pieuses que May eut l'occasion d'entendre pour la première fois lors des célébrations entourant la fête de la Sainte-Élisabeth. À ce moment même, à des kilomètres d'où nous nous trouvons à Montréal, Ella Charland, ayant dirigé ce matin le chœur comme à tous les mardis, se promène en pleine campagne le long de la mince route qui borde les terres agricoles de son voisinage. Elle se laisse imprégner de l'effervescence qui habite cette journée marquante, en sachant fort bien que la soirée ne sera pas de tout repos. Comme en témoignent les pages du Devoir,
Celui qui n'a pas vu les soirs d'élection à la campagne n'a rien vu. Dans les petits villages où tout le monde se connaît mieux, on désire plus fortement qu'ailleurs la victoire ou la défaite des candidats, l'intérêt redouble à l'égard du résultat possible, les haines sont plus fortes et plus étroites, la joie plus intense et plus emportée. À mesure que l'on annonce le verdict de chaque pôle, l'exultation et la fièvre montent jusqu'à leur paroxysme. On s'est armé de flûtes pour fêter le triomphe, et elles entrent aussitôt en action. Une chose que l'on n'oublie jamais, c'est d'arrêter en face de la résidence du candidat défait, de l'accabler d'invectives à travers les murs, portes et fenêtres fermées, de lui crier les épithètes les plus désobligeantes pour son amour-propre et sa dignité personnelle, et de lui chanter une chanson. Comme quoi la musique demeure inévitablement politique. En marchant, Ella Charland se perd dans le paysage. Elle a l'habitude de le faire pour inspirer sa musique. Nicolet est rempli de souvenirs. Ses premiers cours de piano, sa graduation, où on lui a décerné le prix de l'élocution et le prix de musique vocale, les différentes organisations locales dans lesquelles elle s'implique, les groupes religieux au sein desquels elle œuvre depuis quelques années en tant que directrice du chant, parolière, compositrice et arrangeuse, les performances dans le cadre des rencontres du Cercle des fermières. Il lui passe par la tête qu'elle a une chance immense de pouvoir ainsi contribuer à la culture de sa ville en vivant de sa passion et d'être reconnue pour son travail. Elle compose pour des fêtes religieuses et en l'honneur de saintes, des anniversaires ou des commandes d'institutions locales, mais elle signe également de nombreuses œuvres autobiographiques pour le simple plaisir de graver à jamais des souvenirs qui lui sont chers. Drapeau, fleur de lysée, glorieuse bannière, soit à jamais l'orgueil des Canadiens français. Sous le ciel québécois, flotte et sourit en paix, protège triomphant le sol qui te vénère, protège triomphant le sol qui te vénère. Le journaliste Claude Gingras nous apprendra dans son œuvre musicienne de chez nous que des femmes qui touchent l'orgue, il y en a partout. Dans de toutes petites églises de village, dans toutes les paroisses, on trouve assises à de somptueuses orgues, à 3 claviers ou à un simple petit harmonium, des mères de famille, des institutrices, des musiciennes amateurs qui veulent bien faire plaisir au curé et au bon Dieu. Mais toutes ces femmes vivent une existence plutôt obscure et leur renommée ne dépasse guère les limites du village ou de la paroisse où elles sont reconnues. Nous quittons Ella Charland et revenons à la Cohue de Montréal pour attraper les 16 heures. Nous voilà de retour sur Saint-Laurent, ou plutôt la Maine, où des odeurs fantastiques émanent des restaurants et où les travailleurs et travailleuses commencent à sortir des immeubles. Juste de l'autre côté de la rue, nous apercevons Juliette Béliveau, jusqu'alors surtout connue pour ses présences théâtrales. Depuis quelques années déjà, elle se spécialise plutôt dans le répertoire des variétés et du burlesque, des comédies légères et des revues. Ce soir, elle jouera justement dans la revue Nuit de rêve au Théâtre Saint-Denis, qui est fortement applaudie par la critique. Cette œuvre est une épopée à travers les rues de Montréal, où romances et comédies sont au rendez-vous sur des airs lyriques, accompagnés d'un orchestre. Robert lisait tout à l'heure une élogieuse critique du spectacle dans le journal La Patrie, où l'on mentionnait le charme avec lequel Béliveau, sous le rôle de Mademoiselle Flirt, interprète les couplets de la pièce La Bouche, aux côtés de nombreuses autres femmes. La production défiait par son caractère les mœurs de l'époque. Malgré nos efforts, nous n'avons pas réussi à retrouver d'enregistrement original, mais voici une interprétation de la pièce, tirée de l'opérette publiée quelques mois plus tard. Le soleil se couche déjà tranquillement sur la rue Saint-Laurent.
C'est à ce moment que la vie nocturne commence à s'animer sur les grandes artères, qui comptent aussi les rues Sainte-Catherine et Saint-Denis. Montréal regorge de théâtres, de cabarets et de salles multifonctionnelles où la musique résonne. Les cinémas sont aussi des salles multifonctionnelles en ce moment. Les gens consomment la musique ensemble dans des événements présentés en direct en ce temps qui précède la radio et le premier âge d'or de l'industrie du disque. La rue se remplit tranquillement, les lumières des cabarets s'allument pour nous indiquer leur entrée et les artistes vedettes de la soirée. Des hommes en costume sont postés devant les établissements pour nous scander leurs slogans et nous nous arrêtons pour tendre l'oreille. Même de l'extérieur, on peut entendre retentir les orchestres qui veilleront tard ce soir. Saint-Laurent est en pleine ébullition. Depuis la Prohibition, plusieurs cabarets et boîtes de nuit aux États-Unis ont dû fermer leurs portes et grand nombre d'artistes se sont alors retrouvés sans emploi. Avec la création de la Commission des liqueurs du Québec cette année, Montréal, jusqu'à maintenant reconnue pour son catholicisme, est de plus en plus perçue comme une ville ouverte et tolérante à la joie de vivre grandissante. On la surnomme parfois même Sin City, la ville du péché. Les artistes de New York viennent s'installer ici pour travailler dans les cabarets, qui sont en plein essor, particulièrement dans les sphères du vaudeville et du burlesque. 19h tapant. Après une longue balade sur Saint-Laurent, nous empruntons Sherbrooke pour aboutir dans le quartier Sainte-Cunégonde, aussi baptisé le Harlem du Nord, dans l'ouest de la ville. Sous quelques flocons de début de soirée, nous arrivons à temps pour voir Florence Springer Marshall Tucker, une femme noire originaire de la Barbade, terminer une performance de rue pour une levée de fonds qu'elle a passé la semaine à organiser. Accompagnée de l'orchestre tout nouvellement formé du Universal Negro Improvement Association, organisation qui a pour mission de mettre de l'avant les intérêts sociaux et culturels des personnes noires, elle fait retentir sa puissante voix de mezzo-soprano aux côtés de ses étudiants, parmi lesquels on compte pianistes, trompettistes, trombonistes, batteurs, violoncellistes, violonistes, flûtistes, clarinettistes, bassistes et j'en passe. Dans ce quartier, 19 ans plus tôt, naissait le Coloured Women's Club of Montreal, premier organisme et collectif œuvrant pour les droits des personnes noires au Québec, créé et opéré par des femmes qui se concentraient à combattre l'exclusion sociale, le racisme et la pauvreté. D'année en année, plusieurs autres organisations dans le genre se sont créées, des églises se sont construites par et pour la communauté noire et offrent des espaces de soutien au sein desquels des activités sociales prennent place et où la musique joue un rôle déterminant. On compte parmi elles des cours de musique, des prestations pour les membres, la formation d'orchestres, de chorales. La musique n'est pas seulement agréable lors de ces rassemblements, elle est nécessaire. Florence Tucker se remémore souvent l'inauguration de la Union United Church, érigée en 1907 au coin de l'île et Atwater. Elle avait 16 ans à l'époque et cette communauté protestante était la première au Québec où elle pouvait être accueillie. Durant une certaine période, les communautés protestantes, contrairement aux communautés catholiques, n'admettaient pas les personnes noires. La Union United Church est devenue un lieu primordial de partage et d'apprentissage, en plus d'être un véritable foyer communautaire. Florence a maintenant 30 ans et elle est déjà reconnue dans sa communauté pour sa grande contribution à la vie sociale et culturelle. Elle y enseigne et compose des pièces de théâtre et des chants choraux pour les étudiants, en plus de diriger les chorales adultes qui se rassemblent à toutes les semaines. Les fonds amassés ce soir pourront fournir assez de partitions pour plusieurs semaines de musique dans les programmes d'après-midi, et il y en aura même assez pour investir dans les études d'élèves prometteurs qui sont encouragés à faire des prestations solo aux messes du dimanche et à des événements de communauté. On enseigne surtout la musique classique aux jeunes en 1921 en raison des préjugés entretenus par les Blancs selon lesquels le jazz serait associé au vice, mais aussi en raison de la tradition religieuse, car il y a dans l'Église anglicane des chants prescrits à certaines fêtes. Il reste que le jazz est amené dans la ville grâce aux travailleurs de la ligne de chemin de fer, qui sont entre autres issus des communautés noires. Ils arrivent avec leur riche bagage musical en provenance des États-Unis, des Antilles et d'ailleurs au Canada. Cette musique connaît un tremplin spectaculaire qui donnera lieu à une scène jazz bientôt légendaire à Montréal. Les musiciens et musiciennes jazz de la Nouvelle-Orléans et de New York, aussi affectés par la prohibition puisque leur musique est directement associée à la danse et à l'alcool, trouvent aussi leur compte à Montréal, dans le sud-ouest et dans le Red Light District, à l'est de la rue de Bullion. Ils contribuent ainsi à l'explosion de clubs et de boîtes de jazz qui verront sous peu le jour. Florence Tucker n'est pas autorisée à aller fêter son premier vote, aux côtés de son mari au Standard Club, l'un des premiers clubs noirs de Montréal au coin Saint-Antoine et des Rivières, strictement réservé aux hommes. Elle s'est donc organisée autrement. Elle prend le temps de remercier ses étudiants, les parents présents et le public, nous envoie un cordial signe de la main, puis ramasse son sac. Le cœur battant en repensant à cette journée extraordinaire, elle descend lentement l'avenue Atwater vers la Union United Church. Sa démarche en dit long sur la fierté qu'elle porte aujourd'hui. Rien n'est prévu au programme en ce mardi soir à l'église. Les salles communautaires sont donc libres. Quelques femmes s'y trouvent déjà. L'ambiance est à la fête.
Le résultat du vote ne sera connu que tard en soirée ou demain matin, mais en attendant, elles dansent, chantent et célèbrent en musique, non sans émoi, cette nouvelle bataille gagnée pour leurs droits et leur statut. Nous terminons notre promenade dans le Montréal du 6 décembre 1921. Vous pourrez entendre dans la suite de l'épisode 2 chercheurs québécois qui nous offrent une réflexion sur la vie musicale de l'époque. Nous voici de retour de notre promenade imaginaire dans le Montréal de 1921. Nous avons eu la chance de rencontrer Micheline Cambron, professeure émérite au département de littérature de langue française de l'Université de Montréal, membre de la Société royale du Canada et de l'Académie des lettres du Québec. Elle nous parle d'abord de femmes comme Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain, qui vers 1921 utilisent divers moyens, dont la radio, pour militer pour le droit des femmes. En 1918, les Canadiennes ont obtenu le droit de vote. C'est-à-dire que toutes les femmes canadiennes ont la possibilité de voter aux élections fédérales. Mais il n'en va pas de même aux élections provinciales, puisque, pour les Québécoises en tout cas, le droit de vote ne sera acquis que dans les années 40. Comment ce désir d'obtenir le droit de vote prend-il des formes particulières dans cette décennie des années 20? Alors, il faut savoir que en 1921, il y a à Montréal 2 groupes qui consacrent leurs efforts à l'obtention du droit de vote. Il y a la Montreal Suffrage Association et il y a la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, qui est à l'époque dirigée par Marie Gérin-Lajoie et qui, comme son nom ne le dit pas, est un regroupement de femmes qui appartiennent à la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, ce groupe qui vise le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote des femmes, va ensuite se diviser assez rapidement, dès 22, en deux groupes qui vont non pas agir en concurrence, mais en complémentarité. Alors, il y a un groupe qui s'appelle l'Alliance canadienne pour le vote des femmes, qui est dirigé par Idola Saint-Jean, qui est une femme assez exceptionnelle. Ce sera la première femme à se présenter comme candidat indépendant à des élections au Canada en 1930. Et Idola Saint-Jean, le mouvement qu'elle dirige, est davantage orienté vers ce qu'on pourrait appeler les conditions de vie des ouvrières. Et l'autre groupe, c'est celui de Thérèse Casgrain, avec son comité du suffrage provincial, qui, elle, va agir du côté des institutions. Alors, elle va faire des représentations auprès des députés, elle va faire des représentations auprès des maires, elle va faire des représentations dans tous les organismes qui peuvent avoir un certain poids politique. Donc, vous voyez, c'est très complémentaire et ces femmes sont très actives, elles sont déjà très présentes dans l'espace public dans les années, en 1921. Ces 2 femmes en 22, elles sont déjà extrêmement connues. Thérèse Casgrain, c'est l'épouse d'un homme politique important. Idola Saint-Jean, c'est une femme qui a travaillé beaucoup auprès des enfants en phonétique. Dans les années 30, ces 2 femmes vont donner une tournure différente à leur mission. Elles vont toutes les 2 devenir non seulement présentes dans les journaux, présentes sur les scènes au moment où il y a de grands rassemblements politiques, elles vont être présentes à la radio. Dans les années 20, il n'y a pas de parole presque à la radio. À partir de 1930, il va y avoir à la radio des émissions parlées en plus grand nombre. Et tant Idola Saint-Jean que Thérèse Casgrain vont être responsables d'émissions.
Alors ça change la donne parce que non seulement elles sont présentes lorsqu'il y a des événements publics, mais elles sont aussi présentes plusieurs fois, pas plusieurs fois par semaine, mais très régulièrement dans les maisons, dans les salons, pour Madame Casgrain, qui parle toujours du salon où les gens l'accueillent, et dans la cuisine, pour Idola Saint-Jean, qui parle de cette cuisine où elle est accueillie lorsqu'elle arrive à travers l'irradiation de son émission. Micheline Cambron a également accepté de préparer, pour cet épisode, un bref exposé sur les nouveaux développements du théâtre montréalais qui s'amorcent dans les années 20. Ça va reprendre ce théâtre français après la guerre, mais rapidement, on voit que c'est difficile. C'est difficile, entre autres, parce que il y a l'avènement du cinéma. Et là, il y a toute une occupation différente des espaces. Les cinémas prennent d'assaut, pourrait-on dire, la plupart des théâtres. Et d'ailleurs, à Montréal, quand vous avez la programmation des théâtres dans le journal, en fait, il s'agit de la programmation des cinémas. Mais une séance de cinéma, ça n'est pas que l'occasion de voir un film, c'est aussi l'occasion d'entendre de la musique, parce que, bien sûr, les films sont muets et il y a un orchestre qui est là, qui accompagne le film. C'est aussi l'occasion de voir des sketchs, de voir parfois des pièces de théâtre complètes qui sont présentées. Et donc, quand on va au cinéma, on y va pour toute une soirée et il y a toute une série de choses qui nous sont présentées durant cette soirée-là. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qui, au même moment, se passe aux États-Unis. Et on est très influencé par les États-Unis parce que avec la prohibition, il y a une grande quantité d'Américains qui viennent à Montréal pour s'encanailler. À Montréal, il y a bien sûr de l'alcool qui coule à flot, mais il y a aussi un red light avec des jeux, de la prostitution et en fait à peu près tout ce qu'on peut imaginer d'affaires louches là dans les tripots. Cette pratique américaine, elle est très largement centrée autour de ce qu'on appelle le burlesque. Alors évidemment, les gens sont au cinéma, ils se lèvent pour aller acheter quelque chose pour manger, ils reviennent. Évidemment, c'est pas très favorable à la présentation de pièces longues. Tout ça, ça fonctionne d'abord en anglais. Ceci dit, il y a des comédiens québécois qui, eux, vont découvrir que monter des sketchs en français, surtout si on le fait dans une langue vernaculaire montréalaise, ce qu'on va appeler bien des années plus tard le joual, ça peut attirer un public. Et donc, il y a beaucoup de cinémas qui vont présenter du burlesque avec des vedettes montréalaises. Alors, parmi ces vedettes montréalaises, il y a bien sûr Juliette Béliveau, dont on sait qu'elle enregistre dans les mêmes années des sketchs. Elle a beaucoup de succès avec les personnages qu'elle incarne. On entend ça à la radio, on peut acheter les disques et on peut aller la retrouver sur scène. Donc, vous voyez, ça lui assure à Juliette Béliveau et à ses personnages une présence qui est quand même massive dans l'espace public. Mais les revues qui se font toutes en français n'ont pas accès à un public aussi important que les revues qui se passent tout en anglais. Et donc, elles ont lieu dans de plus petites salles en général et elles vont, je dirais, graduellement tendre à essayer de s'agréger de telle sorte qu'on constitue des espèces de séances plus longues avec toute une série de sketchs, avec l'intervention de nombreux comédiens. Donc, ce qui se met en place dans les années 20, c'est une façon de penser les interventions en français du côté du comique, d'abord, et dans des espaces un peu plus petits. Et il s'agit de pièces qui sont véritablement jouées au profit des Montréalais qui appartiennent à la même classe sociale que les personnages. Donc, vous voyez, c'est vraiment un moment qui est assez déterminant dans l'histoire du théâtre montréalais.
Notre équipe a rencontré Danick Trottier, professeur de musicologie et directeur du département de musique de l'Université du Québec à Montréal, afin de mieux comprendre le contexte culturel et musical des années 20. C'est certain qu'il y a quelque chose d'intéressant associé aux années folles parce que parfois, en histoire, c'est pas facile de délimiter les périodes, les époques et de bien voir qu'est-ce qui les caractérise. Il y a une conception de l'histoire de la musique qui fait en sorte qu'en général, on voit le 19e siècle et le romantisme comme un grand siècle qui s'arrête jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, quand on se situe dans les années 20, on peut dire que ce sont des années de coupure aussi, de démarquage très, très, très forte. Et une des raisons majeures, c'est que on peut pas parler des années folles sans parler évidemment de l'influence américaine et de l'influence de la culture, autant la culture des débuts du jazz que de la culture populaire américaine, que ce soit le musical ou d'autres formes populaires américaines. Donc, du coup, quand on s'intéresse à la situation en Amérique du Nord des années 20, la notion d'année folle, même si elle s'applique plus à l'Europe au départ, parce que c'est l'Europe qui a connu vraiment la Première Guerre sur son territoire, qui en a subi toutes les conséquences, même s'il y a eu des conséquences de pertes humaines énormes pour des pays comme le Canada et les États-Unis parce qu'ils ont fait une différence dans cette guerre puis parce qu'ils ont été impliqués dans cette guerre. Il n'en demeure pas moins que cette idée d'année folle, elle est intéressante quand on l'applique à la situation canadienne parce que effectivement, des villes comme Montréal et New York vont aussi connaître un certain relâchement des mœurs. Elles vont vouloir aussi explorer un nouveau rapport au sens. Donc, quand on est en 1921, on peut dire qu'on est dans les premiers jalons de ces années folles. Et à Montréal, avec la vie nocturne, avec la façon dont Montréal se développe, bien, on a là, disons, la longue réverbération européenne des années folles. On peut dire que ça s'applique aussi à Montréal. Donc, le 6 décembre 1921, donc on a là une date qui, oui, s'inscrit dans les années folles, s'inscrit dans un renouveau et qui va être une date aussi de démarquage de ce que sera le 20e siècle. Ça, je trouve ça intéressant et d'autant plus de ce que sera le 20e siècle vers une dimension féminine qui est assumée et qui est représentée. Et ça aussi, pour moi, cette date-là vient avec tout un lot de considérations, tout un lot de significations. Et voilà ce qui pourrait, comme historien de la musique, en premier, être un trait distinctif de cette année-là à Montréal. Danick Trottier a aussi voulu mettre en lumière la sous-représentation de l'apport et de l'importance des compositrices et des musiciennes dans l'histoire de la musique. Il cite des exemples comme Germaine Taillefer en France et Florence Price aux États-Unis. L'histoire de la musique est souvent représentée à travers des valeurs consacrées qu'on rapporte à un canon musical. Ce canon étant, dans le fond, ce qui est vu comme le plus légitime dans un art donné, ce qui est vu comme étant le plus représentatif de l'art donné. Et si on va du côté de la musique, tout de suite, il y a par exemple le triumvirat classique qui nous vient en tête, Mozart, Haydn et Beethoven, ensuite les compositeurs évidemment romantiques. Tout ça pour dire que notre histoire de la musique est souvent figée et souvent portée par une représentation de valeurs très prescriptives. Dans cette histoire de la musique, qui dit canon, dit aussi sous-représentation. Il y a beaucoup de musiciennes, compositrices, aussi de personnes minorées ou racisées qui n'ont pas eu leur juste place dans le canon musical et dans l'histoire de la musique parce qu'on a toujours mis l'attention sur les mêmes figures. Dans le travail que vous faites à travers la vie musicale au Québec, et particulièrement cette date du 6 décembre 1921, vous mettez l'accent sur des compositrices qui ont droit de citer, qui auraient dû être citées et qui ont contribué à faire l'histoire de la musique au Québec. Et partant de là, le fait d'aller vers une micro-histoire permet de sortir de la macro-histoire et permet de voir à quel point, quand on s'arrête à des moments clés puis qu'on fait une photographie sur un moment donné de l'histoire, il y a des personnages qui ressortent comme incontournables. En Europe, à la même époque, il y a par exemple le groupe des Six. Le groupe des Six qui va porter le néoclassicisme musical, entre autres en France. Ce groupe des Six-là, ce sont 6 compositeurs qui ont été influencés beaucoup par Stravinsky et Erik Satie, aussi par Maurice Ravel. Donc, on peut penser à Honegger, à Milhaud, à Poulenc. Et il se trouve que dans ces groupes des Six, il y a une femme, Germaine Taillefer. Germaine Taillefer
est un exemple même de compositrice qui aurait dû occuper une place plus importante dans les livres d'histoire de la musique. Parce que Germaine Taillefer, elle a contribué, entre autres avec ses ballets, avec sa musique instrumentale, sa musique de chambre, à tout le répertoire de la musique néoclassique française. Donc, à l'image de ce qui se passe le 6 décembre 1921 à Montréal, avec des compositrices, et le droit de vote des femmes, bien sûr, mais des compositrices qui se sont affirmées, qui ont évidemment contribué au répertoire et que cette contribution aurait dû être mise en valeur, aurait dû rester dans les annales de l'histoire, bien, on a la même situation en France à la même époque, par exemple avec Germaine Taillefer, dont la contribution aurait pu être mise plus en valeur. Aussi, à la même époque, on pourrait parler de Florence Price. Florence Price qui est aux États-Unis, compositrice racisée et compositrice qu'on a redécouvert ces dernières années et qu'on réécoute et on se dit, mon Dieu, c'est magnifique, par exemple, ces 4 symphonies. Donc, voilà un autre exemple de compositrice, Florence Price, aujourd'hui qu'on réécoute et on se dit, ah mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'en a pas parlé avant? Ben c'est ça, l'invisibilité en histoire de la musique. C'est quand on ne parle pas d'un répertoire qui est de qualité, mais sur lequel on n'a pas porté attention et surtout qui n'a pas assez circulé. Donc, le 6 décembre 1921 va certainement faire date à partir de maintenant pour les historiens de la musique parce que c'est une date qui va circuler par son répertoire. Dans les connaissances que met à l'honneur cette étude spécifique du 6 décembre 1921, il y a une compositrice, ou plutôt une enseignante qui peut aussi aller vers la composition. Je l'apprends à travers les travaux de VMQ, Vie musicale au Québec, et c'est Albertine Morin-Labrec. Et ce que je trouve intéressant, c'est de mettre l'accent sur toute la contribution des femmes à l'éducation musicale des jeunes à travers l'instrument par excellence de la féminisation du répertoire à une certaine période, entre autres avec l'héritage du 19e siècle, à savoir le piano dans les foyers. Le piano dans les foyers a été une façon pour les femmes de s'exprimer à travers la musique en dehors des institutions officielles. Le piano reste un instrument dans les foyers qui a été un objet où on peut dire où les femmes se sont exprimées et ont pu comme ça non seulement acquérir une culture musicale, mais la transformer, cette culture musicale. Et quand on sait que Albertine Morin-Labrec a laissé une méthode de piano, alors on peut se dire que là, encore une fois, le 6 décembre 1921 permet de mettre à l'honneur un héritage qui avait été ou bien sous-estimé ou bien négligé, mais en tout cas qui est un héritage important parce que qui dit formation musicale dans les foyers dit culture musicale solide et c'est par cette culture musicale que vont arriver d'autres jeunes plus tard. Par exemple, un certain André Mathieu, qui va devenir un des grands pianistes au Québec dans le 20e siècle. Et André Mathieu, dès qu'il est jeune, donc ça va être plutôt son père, dans ce cas-là, Rodolphe Mathieu, qui va le former musicalement. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça prouve que par des Albertine Morin-Labrec, il y a une valorisation du piano dans les foyers qui va faire en sorte qu'il y aura une perpétuation, une formation et qu'on aura de plus en plus de pianistes au Québec. Et Dieu sait qu'on en a formé énormément puis les pianistes ont souvent fait la fierté du Québec musical. Nous voilà arrivés à la fin des discussions réalisées pour cet épisode avec des chercheurs spécialistes du milieu musical et culturel. L'entièreté du groupe de recherche La Vie musicale au Québec souhaite remercier vivement Danick Trottier et Micheline Cambron pour leur participation. C'est ainsi que se termine l'épisode 1921 de notre série Balado, mais ce n'est que le début de tout ce que vous pouvez découvrir de notre recherche. À la rédaction du texte de La Promenade pour cet épisode, Florence Lefebvre-Gagnon, étudiante au département de musique de l'UQAM, avec à la recherche Stéphanie Janvier, également étudiante au département de musique. Vanessa Blais-Tremblay, professeure, a publié la recherche à la source de l'épisode. Le projet La Vie musicale au Québec est dirigé par Sandria Péboulian, professeure agrégée de musicologie à la Faculté de musique de l'Université Laval, Laura Risk, professeure adjointe au programme Musique et culture du département Arts, culture et médias de l'Université de Toronto Scarborough, et Vanessa Blais-Tremblay, professeure de musicologie au département de musique de l'Université du Québec à Montréal. La série Balado est un projet du groupe de recherche La Vie musicale au Québec. Elle est conçue et produite avec la productrice et réalisatrice Balado, Zoé Gagnon-Paquin. At Bonaventure Station, I got a big ovation. They cheered for me and shook me by the hand. They filled me up with taffy. They